Le ciel est vaste, très vaste, a fortiori au-dessus des grands espaces californiens. Un avion de ligne piloté par un équipage compétent est, a priori, en totale sécurité, lorsqu'en plus il est guidé par radar par le contrôle aérien. Hughes Air West 706, contrôle radio, vous m'entendez? Mais parfois la menace est invisible. Encore une journée brumeuse. Et foudroyante. Voici l'histoire du vol Hughes Air West 706. We are in an emergency. Nous sommes à l'aéroport international de Los Angeles. Et ce 6 juin 1971, le vol Hughes Air West 706 est sur le point de décoller. 44 passagers ont embarqué à bord de ce vol à escale qui doit successivement s'arrêter à Salt Lake City et Lewiston avant de rejoindre Seattle, sa destination finale. Bienvenue à bord, nous allons nous mettre en route dans quelques minutes. Le commandant de bord s'appelle Theodore Nicolay. Le commandant Nicolai avait été pilote dans l'armée de l'air. Il était très expérimenté et tous ceux qui volaient avec lui étaient en confiance. Dans les années 70, Los Angeles est déjà une des plateformes aéroportuaires les plus fréquentées des États-Unis. Et chaque décollage s'opère en suivant les consignes rigoureuses du contrôle aérien. Air West 706, autorisation décollage, piste 2, 4 gauche. Montée au cap 250. Reçu. 2-4 gauche, on monte cap 250. Price Brunner, le copilote, possède lui aussi une sérieuse expérience. La météo a l'air dégagée jusqu'à Seattle. Malgré son jeune âge, il aligne plus d'heures de vol que le commandant. Price avait le grade de commandant, bien qu'il ait choisi de voler comme copilote. Je crois qu'il aimait vraiment se trouver dans le cockpit. En cabine, on compte 3 hôtesses, dont la jeune Pat Shelton. C'était une fille magnifique, avec de longs cheveux bruns. Elle venait juste de se fiancer et elle était impatiente de se marier. Elle était à un moment heureux de sa vie. Piste dégagée. Frein relâché. L'avion est un DC-9. Construit par l'américain McDonnell Douglas, le DC-9 est un court moyen courrier lancé en 1965 et construit à presque 1000 exemplaires. Il est facilement reconnaissable avec ses 2 réacteurs installés à l'arrière de l'appareil, tout comme la Caravelle française. Vous avez les commandes. 82. À 18h02, le vol Hughes Air West 706 décolle de Los Angeles. Virez à droite au cap 060. Air West 706, droite cap 060. L'avion monte face à l'océan Pacifique. Le vol va ensuite virer à droite pour prendre un cap nord-est pour Salt Lake City, sa première escale. 4 minutes après le décollage, le copilote contacte par radio le contrôle aérien régional. Centre de Los Angeles, bonsoir. Ici Air West 706, on monte À 6000 pieds. Ce centre contrôle tous les vols dans la région nord de Los Angeles. Bonsoir Air West 706, virez à gauche direction 040 jusqu'à Daggett. Ce soir-là, le chef contrôleur Roger Anderson supervise un jeune contrôleur. Voilà, continue à scanner. Quand on fait ce boulot, on ne peut pas prendre le temps de réfléchir avant chaque décision. On doit prendre des décisions rapidement et être très réactif. Vous avez intérêt à être rapide. Le travail des contrôleurs est de conserver une distance de sécurité entre les avions. En plus de l'Air West, les contrôleurs étaient sans doute en train de s'adresser à 5 ou 6 autres jets en montée ou en descente dans le nord-est. Sans compter les petits appareils qui sillonnent l'espace aérien. Ok, 040 droit sur Daggett. Les contrôleurs surveillent sur leur écran radar la trajectoire du DC-9. Et pour l'identifier formellement, ils utilisent de petites étiquettes.
Ces étiquettes, à l'époque où tout n'était pas automatisé, c'était de tout petits marqueurs en plastique se terminant par une pointe. On écrivait dessus avec un crayon gras les données nécessaires sur l'avion, comme son indicatif, parfois son altitude, toutes les informations possibles. Dans la salle de contrôle, une alarme se déclenche à chaque fois que deux avions se rapprochent dangereusement. En théorie, un système parfait pour alerter les contrôleurs. Il arrivait assez souvent que des personnes déclenchent accidentellement l'alarme du transmetteur. Il s'agissait rarement d'une situation réelle, donc on n'y prêtait plus vraiment attention. À ce moment-là, on a tous regardé nos étiquettes pour voir où était l'Air West 706. Il avait disparu. Le contrôleur radar a dit... Hughes Air West 706, réinitialisez votre transpondeur. Contact radar perdu. Rien. Air West 706. Contrôle radio, vous m'entendez? Rien. Ça devenait vraiment grave. Aucune trace de l'avion. Pas de communication. Roger Anderson réalise aussitôt la gravité de la situation, confirmée par le message radio d'un avion militaire volant dans la même zone. Centrale, nous venons de voir une explosion sur le côté d'une montagne. Eh, il se passe quelque chose, c'est pas bon. Et il a dit, Centrale, mon copilote a regardé par le pare-brise, il a vu une explosion. Là, on a su que c'était grave. Le DC-9 du Hughes Air West vient de s'écraser dans les collines californiennes avec 49 personnes à bord. Est-ce que l'Air West venait d'exploser? Est-ce qu'une aile s'était brisée? Que s'était-il passé? Un problème de structure? Il s'était écrasé et nous ignorions pourquoi. Le crash du DC-9 fait d'autant plus de bruit que la compagnie Air West vient tout juste d'être rachetée par le richissime Howard Hughes, l'aviateur homme d'affaires le plus célèbre de l'histoire américaine. Howard Hughes cherchait à acquérir une compagnie aérienne à un bon prix. Et il a fini par acheter Air West, qui est devenu Hughes Air West. Aussitôt, le Bureau national de la sécurité des transports américains est saisi et envoie à Los Angeles Dick Baker, C'est entendu, oui. à l'époque un de ses meilleurs enquêteurs. Les montagnes Saint-Gabriel. L'appareil s'est écrasé dans une zone difficilement accessible. Ok. On va avoir besoin d'hélicoptères. Pendant ce temps, trouvez-moi quelqu'un qui a vu quelque chose. Maintenant. Dans ce cas précis, le site de l'accident était très reculé et situé sur un terrain montagneux abrupt. Et il était difficile pour les enquêteurs de s'y rendre. Le lieu de l'accident est à quelques kilomètres de la ville de Duarte, où les enquêteurs espèrent trouver des témoins visuels. Et de fait, dans les heures suivant le drame, des dizaines de personnes viennent spontanément témoigner et raconter toute la même histoire. Elles ont entendu une explosion, puis vu le DC-9 tomber du ciel comme une pierre. La plupart d'entre elles n'ont aucune idée de l'origine de l'explosion. Mais quelques témoins affirment qu'il s'agit d'une collision en vol entre le DC-9 et un avion de chasse. Les témoins peuvent se tromper dans leurs déclarations, mais dans le cas d'une collision en plein ciel, ils sont généralement très précis et justes. Premier travail des enquêteurs, trouver l'origine de cet éventuel avion de chasse. Nous sommes alors en pleine guerre du Vietnam. Sur la côte ouest et en particulier en Californie, les bases aériennes militaires sont nombreuses et actives. Dans les années 70, il y avait beaucoup d'entraînements militaires au sud de la Californie, parce que dans cette région, le ciel au-dessus du désert est très dégagé. Ok, merci. Au revoir. Baker confirme rapidement l'hypothèse d'une collision. Un appareil manque à Elton. Un Phantom F-4 n'est pas rentré à la base aérienne d'El Toro. Le F-4 est alors l'avion de chasse le plus perfectionné au monde. Ce biplace est capable de voler à 2 fois la vitesse du son et de dominer en combat aérien quasiment n'importe quel adversaire. C'était tout simplement l'appareil le plus redoutable de l'époque.
Il avait la capacité de tirer des missiles BVR au-delà du champ visuel. Il volait à plus de 2 fois la vitesse du son. L'absence du F-4 croisé avec les témoignages ne laisse aucun doute. Le fantôme est bel et bien entré en collision avec le DC-9. Mais qu'est-ce que ces mecs foutaient là-haut? Des précisions fournies par les témoins vont permettre aux enquêteurs de progresser. Dick Baker, NTSB. Notamment un détail particulièrement troublant. Redites-moi ce que vous entendez par vol acrobatique. Ça ressemblait à ça? Il raconte que le chasseur a effectué des figures de voltige aérienne juste avant d'entrer en collision avec le DC-9. The jet was doing a barrel roll. La voltige est une activité aérienne risquée, non seulement pour les pilotes, mais aussi pour les gens au sol, et elle est strictement encadrée. S'il effectuait des manœuvres acrobatiques dans une zone qui n'était pas spécifiquement réservée à ça, ça aurait été une violation de ses instructions militaires. Les enquêteurs comptent sur l'enregistrement du radar pour déterminer ce que faisait réellement le F-4. Malheureusement pour eux, l'avion n'est pas apparu sur l'écran radar des contrôleurs. J'aurais averti Hughes si j'avais vu l'avion de chasse. Et l'enregistrement le prouve. Nous ne l'avons pas vu. On était 4 et on n'a rien vu. Aucune trace. On ne peut rien faire contre ce qu'on ignore. L'armée finalement communique l'identité de l'équipage du F-4. James Richard Phillips, pilote, et Christopher Schiess, intercepteur radar. Après l'impact, Christopher Schiess a réussi à s'éjecter. Il est le seul survivant du drame. À un moment, on sait qu'on doit évacuer l'appareil. Il n'y a pas une seconde à perdre. Les enquêteurs sont évidemment très pressés de rencontrer le jeune homme, qui pour l'instant est entre les mains des médecins militaires. Je crois qu'il se sentait très mal parce que son coéquipier n'avait pas survécu, alors que lui s'en était sorti. Vous êtes vivant et le gars assis seulement à 1 mètre de vous n'a pas eu cette chance. Dans une Amérique en proie à la guerre du Vietnam, la collision entre un chasseur et un avion de ligne génère une très forte émotion. On était à un moment de l'histoire de notre pays où l'image de l'armée n'était vraiment pas populaire. Et on le ressentait très fort au niveau de l'enquête. Pour établir les faits, l'armée envoie son propre enquêteur, le lieutenant-colonel Jack Zick. Je suppose qu'on va travailler ensemble? Dick Baker va devoir travailler avec lui pour établir les circonstances exactes de la collision. C'était des bons de l'aéronaval. Ça m'étonnerait qu'ils aient fait des acrobaties. Eh bien, nous allons voir ça. L'étude approfondie de l'épave pourrait fournir des éléments précieux. Mais récupérer les débris perdus dans les montagnes de San Gabriel va demander du temps. The rough terrain and dense fog have hampered the removal of bodies and the search for clues. C'était une zone très sauvage, avec des buissons de ronces, des serpents à sonnettes et des canyons très profonds. Une des zones les plus difficiles que j'ai jamais expérimentées. The first rescue workers had to hike 6 miles to get to the scene. They reported only the tail section intact, no signs of life. Sans surprise, les secouristes constatent le décès des 49 occupants de l'avion, 44 passagers et 5 membres d'équipage. Il y a un hublot près du siège équipage avant. J'imagine que Pat Shelton a regardé par ce hublot. Je me demande s'ils ont eu le temps, ne serait-ce qu'un quart de seconde, de comprendre ce qui leur arrivait. Ça me hante souvent. Dans cette région où les vols militaires sont nombreux, cette collision avec un avion civil terrifie la plupart des passagers. Cet accident en plein ciel nous inquiétait beaucoup. Les enquêteurs doivent absolument établir les circonstances pour éviter qu'elles ne se reproduisent. « 24 heures après l'accident, le seul et unique survivant est enfin interrogé.
Merci, Johnny, faites-le entrer. Tout le monde attend ses explications quant aux figures acrobatiques décrites par les témoins. Il faut recueillir le plus vite possible le témoignage des survivants d'accidents, parce qu'ils ont tendance à être influencés par les histoires racontées dans les journaux, ce qui perturbe ensuite leur récit. Asseyez-vous, lieutenant. On ne mord pas. Que faisiez-vous? Qui? Quoi? Quand? Où? Et pourquoi? Le lieutenant Christopher Schiess a 24 ans. Et il est catégorique. Non, il ne faisait pas de voltige et il ne s'estime pas responsable de la collision avec le DC-9. Le DC-9 nous a percutés. Comme ça. Son nez dans notre queue. Attendez, revenez en arrière. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. En vol sur le F-4, le lieutenant occupe la place arrière, celle de l'intercepteur radar, une place où la visibilité vers l'avant est assez limitée. Voici Rick, on monte à 15 000. Devant se trouve le pilote Rick Phillips, un premier lieutenant de 27 ans. Au moment de l'accident, il revenait d'une longue mission et rentrait à leur base de El Toro en Californie. On est monté à 15 000 pieds, à peu près ici. Et on a fait un tonneau pour regarder autour de nous. Un tonneau? Oui, monsieur. Un 360 complet. Le lieutenant Schiess affirme qu'ils ont effectué un tonneau complet de 360 degrés pour vérifier qu'aucun autre appareil ne se trouvait dans leur secteur. À l'avant du F-4 Phantom, on avait une bonne visibilité devant et dessous. Mais si on voulait vérifier le reste de l'espace, il suffisait d'1 seconde pour faire un tonneau. Et là, on avait immédiatement une visibilité parfaite de l'ensemble de la zone. Après ce tonneau, le lieutenant Schiess a utilisé son radar pour détecter au sol une éventuelle menace, un exercice classique en combat aérien. C'est une très bonne manœuvre à faire quand on fait un repérage de nuit ou quand la météo est mauvaise. Pendant qu'on vole, on utilise le radar pour se repérer au sol. À ce moment, l'intercepteur a les yeux baissés sur son écran radar pour détecter le sol, pendant qu'à l'avant, le pilote doit regarder tout autour de lui puisqu'il sait très bien que son équipier a les yeux rivés à son écran radar et ne peut pas regarder ailleurs. Attention, Rick! C'est là que j'ai vu le DC-9. Il est sorti de nulle part et nous a percutés. 5 secondes plus tard, le lieutenant réussit à s'éjecter. Je me suis éjecté. Mais pas Rick. L'observateur radar avait affirmé que c'était le DC-9 qui les avait percutés. À partir de son témoignage, il ne nous restait plus qu'à déterminer si c'était effectivement le DC-9 qui avait percuté le F-4 ou si c'était l'inverse. Contrairement aux avions de ligne, les avions de chasse ne sont pas équipés de boîtes noires. Les enquêteurs n'ont donc aucun enregistrement pour corroborer les déclarations du lieutenant. Quant à l'avion, la violence des impacts en vol puis au sol l'a littéralement pulvérisé. Dave Knudsen, un ingénieur de Hugh Air West, est appelé en renfort pour étudier la trajectoire en vol des deux appareils. Aux États-Unis, dans le code de la route et d'une manière globale, celui qui arrive le premier à l'intersection a généralement la priorité. On monte à 15 000 pieds. Donc, il semblait bien qu'on se trouvait face à un cas de refus de priorité à résoudre. Les seuls restes du DC-9 vont-ils permettre de déterminer lequel des deux avions était en faute ? Il a d'abord fallu chercher un endroit pour reconstruire l'avion. On a trouvé une usine d'assemblage de fibres de verre. Pour une raison ou pour une autre, ils avaient laissé derrière eux une centaine de serre-joints. Ça pourrait être utile. Il y avait aussi des ponts roulants, ce qui était idéal pour reconstruire un appareil. Dave Knudsen espère que la reconstitution du DC-9 va lui permettre de comprendre l'enchaînement des faits. On savait qu'il y avait eu une collision en plein ciel. Notre objectif, dans la mesure du possible, était de reconstituer l'avion à partir des débris pour aider les enquêteurs à comprendre ce qui s'était vraiment passé là-haut. Les boîtes noires du DC-9 ont été récupérées, mais elles sont très endommagées. Voyons si le labo peut faire quelque chose. Elles sont envoyées au laboratoire du NTSB à Washington pour être décryptées. En attendant, les enquêteurs en sont réduits à étudier minutieusement chaque morceau de tôle à la recherche de rayures ou de traces de peinture, bref, d'un indice indiquant l'endroit où les avions se sont percutés. Malheureusement, une partie importante de l'avion est toujours manquante.
Ils ont retrouvé la section principale dans le canyon avec d'autres débris, mais il nous manquait toujours l'avant du cockpit. Nous devons trouver le reste. Au laboratoire du NTSB à Washington, les nouvelles sont mitigées. L'enregistrement du son du cockpit du DC-9 est inexploitable. En revanche, ce n'est pas le cas de l'enregistrement de paramètres. L'enregistreur des paramètres de vol nous a fourni de précieuses informations. Si l'équipage du DC-9 s'est pour une raison quelconque éloigné de sa route prévue, Cap 060. cet écart a forcément été enregistré par la boîte noire. Durant son vol, cet appareil a effectué peu de manœuvres. Il était stabilisé en montée. Et la boîte noire ne montre aucun écart. Le DC-9 n'a pas dévié de sa trajectoire. On monte à 15 000 pieds. Encore une journée brumeuse. Il n'y a aucune trace d'une manœuvre d'évitement de la part du DC-9 dans cet accident. Malheureusement, l'enregistrement des paramètres de vol n'apporte aucune explication. Finalement, après 10 jours d'intenses recherches, le cockpit du DC-9 est retrouvé à presque 1 km des débris du fuselage. Pour les enquêteurs, c'est un élément clé. À mesure qu'on reconstruisait l'avion, on se posait des questions sur l'angle des trajectoires des deux appareils quand ils sont entrés en collision. En tant qu'ingénieur, une de mes priorités était de rassembler certaines pièces de l'avion pour déterminer cet angle d'attaque, si on peut dire. Bingo. Et il n'y a qu'une seule explication à la taille et à l'angle de l'entaille qui a cisaillé le cockpit. C'est comme si la gouverne de direction avait coupé l'avion en deux. Une fois l'avion reconstruit, on s'est aperçu que la gouverne de direction du chasseur est venue cisailler l'avant du DC-9 au niveau des sièges des pilotes. Donc, s'ils ont frappé comme ça... En fait, le F4 a heurté le DC-9 par le côté gauche, à quelques mètres du nez. Donc, clairement, c'est plus le F4 qui a percuté le DC-9 que le contraire. Maintenant, on sait qui a heurté qui. Les traces indiquent également que le F4 a tenté d'éviter le DC-9. Attention, Rick! Trop tard. Il a coupé le nez de l'avion. Il a sectionné toutes les commandes, ce qui a fait que le DC-9, comme certains l'ont décrit, ressemblait à une feuille morte qui tombait du ciel. Les enquêteurs sont maintenant convaincus que le lieutenant Schiss se trompe sur le responsable de la collision. Et ce n'est pas la seule partie de son récit qui ne colle pas avec la réalité. Voyons. Il dit qu'ils ont atteint 15 000 pieds ici. Des témoins oculaires disent qu'ils ont fait un tonneau ici. Certains témoins contredisent le militaire sur l'altitude à laquelle le F4 a effectué son tonneau. L'enquêteur finit par avoir une approche très cynique des éléments de son enquête. Le fait que quelqu'un dise quelque chose ne prouve rien tant qu'il n'en apporte pas la preuve. Il ne peut pas être à deux endroits en même temps. D'autres témoins affirment avoir vu le F4 se livrer à plusieurs acrobaties aériennes juste avant la collision. Restez assis. C'était comme ça? Non. Ok. Et comme ça? Ce que les témoins ou les supposés témoins décrivaient était très différent de ce que l'intercepteur radar avait déclaré. Et on a fait un tonneau pour regarder autour de nous. Le lieutenant Schiss maintient sa position. Ils n'ont fait qu'un seul tonneau. Un tonneau? Pour lui, une simple manœuvre standard de sécurité. Oui, monsieur. Un 360 complet. On peut décrire cela comme un vol rectiligne où l'on place le manche soit à gauche, soit à droite. Et l'appareil tourne sur lui-même autour de son axe. Durant un simple tonneau, l'avion conserve une trajectoire en ligne droite, sans variation d'altitude ni de vitesse. Mais parfois, derrière le tonneau, les pilotes enchaînent sur une boucle qui va faire monter l'avion et modifier vitesse et altitude. Les enquêteurs veulent découvrir quelle manœuvre a réellement effectué l'équipage du F4 en reconstituant carrément le vol.
Nous avons suivi la trajectoire du vol et nous avons pu refaire à l'identique les manœuvres de l'appareil. Les souvenirs du lieutenant Schiss. Et Schiss nous a dit qu'ils étaient là 2 minutes avant l'accident. Sont recoupés avec les témoignages recueillis au sol. Et nous avons un témoin qui a regardé sa montre. Il affirme qu'il a vu l'avion ici. 1 minute avant la collision. Pour moi, c'est comme une ligne droite. La vérité, c'est que s'ils avaient fait des acrobaties aériennes, il n'y aurait jamais eu d'accident. Le temps perdu à faire des figures les aurait retardés et les deux avions ne se seraient pas croisés. L'enquêteur en conclut que le chasseur s'est bien contenté d'un tonneau réglementaire et n'a pas entamé d'acrobatie aérienne. Pour moi, c'est clair. Pour un public non averti, un simple tonneau ressemble à de la voltige. Rien ne laissait supposer qu'ils avaient été casse-cou ou indisciplinés dans l'exercice de leurs fonctions. Je suis certain qu'ils étaient plus impatients de rentrer à la maison que de tuer le temps dans le genre « Hé, regarde, j'ai 1 heure à tuer dans un avion. Je vais te montrer un truc. » ou quelque chose d'approchant. Mais un élément demeure étrange dans cette histoire. Le F-4 est extrêmement manœuvrable, bien plus qu'un avion de ligne. Pour le F-4, la vitesse minimum de croisière dans cette zone est de 550 km/h. Et ça permet d'effectuer au minimum un virage serré si on se trouve face à un appareil surgi de nulle part. Donc si le F-4 était en vol rectiligne, pourquoi n'a-t-il pas réussi à éviter le DC-9 lorsque la route des deux avions s'est croisée? Les enquêteurs se penchent sur les conditions météo de ce 6 juin. C'était ce que je qualifierais de journée typique en Californie du Sud. Il n'y avait aucun obstacle à la visibilité. On loupe quelque chose. Il faut qu'on revoie Schiss. Je ne crois pas que l'intercepteur radar ait délibérément fait de fausses déclarations au sujet de sa trajectoire de vol et de ce qui s'était passé. Non, pas du tout. Je pense plutôt qu'il était encore sous le choc de ce qu'il venait de vivre. Allons-y, lieutenant. Revenons au tout début. Que faisiez-vous avant le vol? Eh bien, avant le vol, nous sommes allés à la base de Fallon. Pour faire réviser le F-4. Au Nevada, dans l'après-midi du 6 juin, le F-4 est conditionné pour assurer le vol retour à sa base. L'équipage revient avec d'autres chasseurs d'une séance d'entraînement sur les techniques d'interception. Ils étaient en route depuis l'aéroport naval de Fallon dans le Nevada jusqu'à la base de l'aéronaval d'El Toro au sud de Los Angeles, près de l'aéroport international. J'avais besoin de conseils pour un problème d'oxygène avant de repartir. Un problème d'oxygène? Les enquêteurs découvrent que cet avion précis avait des fuites dans le système d'alimentation en oxygène. Il n'y a aucun moyen de le réparer sur cette base? Et la maintenance dans le Nevada n'avait rien pu faire pour eux. Lieutenant Schiss, monsieur. Oui, monsieur. Compris. Il voulait quand même qu'on rentre à El Toro. Pour éviter d'avoir à utiliser l'oxygène... Vas-y doucement et reste bas. Leur supérieur leur ordonne de voler à basse altitude. C'est ce qu'on a fait. Le 6 juin, à 17h15, le F-4 décolle. À cause de ce problème d'oxygène, le pilote vole beaucoup plus bas que d'habitude, sous les 4000 mètres, là où l'air est respirable. Mais aussi où l'espace aérien est beaucoup plus encombré avec les arrivées et les départs de Los Angeles. Vers 18h, le pilote du F-4 est obligé de prendre un peu d'altitude pour éviter les montagnes entourant Los Angeles, ainsi que le brouillard. Reçu, Rick, on monte à 15 000. L'équipage du F-4 est monté de 1500 à 15 000 pieds, il me semble. Avec un Phantom, c'est facile d'atteindre 10 ou 15 000 pieds en 1 minute. L'enquêteur se demande si cette brutale prise d'altitude n'a pas pu entraîner chez le pilote un début d'hypoxie. L'hypoxie dégrade votre acuité visuelle. Ça vient d'un manque d'oxygène dans le cerveau. Ça ralentit vos facultés intellectuelles et ce n'est pas conseillé quand on pilote un avion à si grande vitesse. Les enquêteurs militaires
Ce système est pour les masques. connaissent par cœur les systèmes du F4. Et celui-là, c'est pour la pressurisation de la cabine. Pour eux, l'hypothèse ne tient pas. La panne ne concernait que les masques à oxygène utilisés à haute altitude. À 15 000 pieds, soit 4 500 mètres, il reste suffisamment d'oxygène dans l'air pour respirer à peu près normalement. Le système de pressurisation de l'appareil aurait maintenu l'altitude de la cabine bien en dessous de 10 000 pieds. Donc, d'un point de vue physiologique, il n'avait pas besoin d'oxygène. Il n'était nullement atteint d'hypoxie. Bref, l'origine de la collision demeure un total mystère. D'autant qu'en aviation, il existe une règle de bon sens, appelée « voir et éviter ». Elle impose à chaque pilote une vigilance vis-à-vis des autres avions. Dans ce cas précis, pourquoi les pilotes du DC-9 n'ont-ils rien fait pour éviter la catastrophe? Pas grand-chose de mon côté. Et toi? En étudiant les cursus de formation, les enquêteurs s'aperçoivent que les pilotes de ligne sont bien moins entraînés que les pilotes militaires en matière de vigilance visuelle. Enclencher le pilote automatique. À Air West, il n'y avait pas de formation au balayage visuel, voir et éviter. L'équipage en avait certainement des notions du fait de son passé militaire, mais ça ne figurait pas au programme de Hughes Air West. Dommage que tu rates le match des Dodgers ce soir. Cette année, ils vont aller jusqu'en finale. Pas si les Giants gardent le rythme. Je ne crois pas que les pilotes en général étaient conscients de l'importance de la pratique du balayage visuel. Les études montrent que les pilotes consacraient moins de 50% de leur temps à regarder à l'extérieur, et parfois même moins de 20%. Les enquêteurs concluent à un manque d'entraînement à la vigilance visuelle chez les pilotes de Hughes Air West. Une faiblesse qui, le 6 juin 1971, fut fatale à 50 personnes. Mais au sein de la compagnie, tout le monde n'est pas d'accord. De nombreux collègues du commandant Nicolai le décrivent comme un pilote extrêmement vigilant. Je crois que le commandant Nicolai était du genre à piloter à l'instinct. Une fois, il a eu le réflexe de faire plonger l'avion pour éviter de justesse un autre appareil. Je me souviens qu'il en a profité pour rappeler à son copilote et à tous ceux qui étaient présents combien il était important de toujours rester vigilant pour parer à toute éventualité. Mais si le commandant était aussi attentif, pourquoi n'a-t-il pas vu arriver le F4? Le F4 arrive à 420 nœuds du nord, presque nord-est. Le DC-9, lui, arrive à une vitesse de 320 nœuds en provenance du sud-ouest. Ok, 040 droit sur Daggett. Quelle est leur vitesse d'approche? La vitesse d'approche de ces deux avions était de 300 mètres secondes. On pourrait comparer ça à la vitesse d'une balle de fusil de calibre 45. Dans les secondes précédant la collision, l'opérateur radar Schi s'était concentré sur son écran et le pilote très probablement regardait ses instruments et non à l'extérieur. À 15 secondes, le F4 à travers le pare-brise mesure 2,5 mm, gros comme une mouche. À 10 secondes, il fait 8 mm, toujours minuscule mais plus facilement détectable. À 5 secondes, il commence à envahir le pare-brise. Outre sa grande vitesse d'approche, la couleur du revêtement du F4 a pu aggraver les choses. Quand on se met dans le contexte de cet accident, il faut bien dire que c'était très difficile de repérer le F4 parce qu'il était peint en bleu-gris, les couleurs de l'aéronaval, et qu'il se confond avec le ciel, ce qui est le but au fond. La probabilité que ces deux appareils, ou au moins l'un des deux, ait pu détecter l'autre et l'éviter, était quasiment nulle. Les enquêteurs estiment également que la conception même du DC-9 est en cause, notamment les montants trop larges du pare-brise qui gênent la visibilité. On ne peut pas le voir d'ici. Durant les dernières secondes, le F4 était caché par les montants du pare-brise. C'est complètement bouché. Et ce, durant presque 20 secondes.
L'équipage du DC-9 était dans l'incapacité de détecter l'approche du F-4. Encore une journée brumeuse. Attention, Rick! Aucun des trois pilotes n'a eu la possibilité de voir l'autre appareil et de réagir à temps. Reste qu'en théorie, la séparation entre deux avions est avant tout le travail des contrôleurs aériens. Bonsoir Air West 706, virez à gauche direction 040 jusqu'à Daggett. Sauf que les contrôleurs, eux non plus, n'ont pas détecté la présence du F-4. Pourquoi un appareil de l'aéronaval n'a pas été détecté par le radar? Qu'est-ce qui s'est passé? En toute logique, le F-4 aurait dû apparaître sur l'écran radar des contrôleurs. Et ceux-ci auraient dû s'apercevoir que les deux trajectoires du DC-9 et du F-4 étaient convergentes. Il y a eu beaucoup de questions au sujet du contrôle radar qui suivait le DC-9. Et notamment la question de savoir pourquoi le contrôleur ne l'a pas averti ou simplement prévenu de la présence du F-4. Pas mal de stagiaires là-dedans. Les enquêteurs commencent à s'interroger sur le rôle exact dans ce drame des contrôleurs stagiaires. Un contrôleur aérien en formation devait s'entraîner en situation réelle. De nos jours, il y a beaucoup d'outils d'entraînement en simulation, mais à l'époque, ça n'existait pas encore. Mais en vérifiant les rapports et surtout la transcription des échanges radio, on les a tous étudiés. Ils ne découvrent aucune anomalie, ni dans leur comportement, ni dans les procédures suivies. On pourrait dire, ce sont deux stagiaires, qu'est-ce qu'ils savent faire? Ils n'ont peut-être pas été suffisamment attentifs. Faux. Un stagiaire est beaucoup plus attentif qu'un contrôleur confirmé, qui a tendance à se reposer sur ses acquis et à se laisser piéger par la routine. La non-détection du F-4 a donc une autre explication. En s'intéressant au système radar utilisé, les enquêteurs découvrent la vérité. En fait, le radar n'était pas suffisamment fiable pour détecter un écho aussi petit que celui d'un F-4 se déplaçant à très grande vitesse. La technologie de ces radars datait de la Seconde Guerre mondiale. Ils généraient tellement de chaleur que ça pouvait brouiller les données. Et parfois, le brouillage était tel qu'on ne pouvait plus rien voir sur l'écran. À ce stade, il est urgent pour la sécurité aérienne de déterminer précisément ce que le radar de Palmdale est capable de détecter ou non. Les enquêteurs décident alors, avec l'armée, d'organiser un test grandeur nature. Un F-4 refait exactement le même vol que celui du 6 juin. Le but est de voir s'il apparaît ou non sur l'écran radar. On a une trace là. Il vole à presque 900 km/h. Le F-4 effectue 6 passages. Et à chaque fois, le contrôleur a bien du mal à localiser l'appareil, trop rapide et du coup trop furtif. Ça pourrait être un avion. Ou peut-être pas. Ça pouvait être une interférence. Ça arrive souvent sur un écran radar. Ou un écho du sol, qui sait. Un point sur un écran, ça ne veut rien dire. Il faut une série de points pour comprendre qu'on a affaire à un trafic. La conclusion est claire. Le contrôleur n'avait aucun moyen sérieux de détecter la présence du F-4 sur la trajectoire du DC-9. Il est livré à lui-même. Et personne ne sait qu'il est là. Circonstance aggravante, en 1971, les pilotes militaires n'avaient que très peu d'informations sur la présence des vols civils. Les pilotes de l'armée ignoraient tout des mouvements du trafic civil, non seulement dans la zone de Los Angeles, mais également dans les autres zones à forte densité. De plus, les avions militaires n'avaient aucune obligation de se signaler auprès du contrôle aérien civil. Ce sont les routes d'entrée et de sortie de l'axe. Les couloirs aériens qui desservent Los Angeles sont en étoile autour de l'aéroport et se prolongent sur des dizaines de kilomètres. Le vol 706 volait dans un de ces couloirs. Vos hommes traversaient l'un des couloirs les plus fréquentés du pays. Je suppose qu'ils le savaient. Tant qu'on transite par l'est de Los Angeles, on est censé être en zone libre de trafic. Le lieutenant Schiss déclare qu'ils espéraient éviter le trafic civil en contournant Los Angeles. En fait, ils se sont retrouvés en plein milieu d'une des routes aériennes les plus encombrées du pays. Les routes aériennes qui rayonnaient depuis l'aéroport figuraient sur des cartes que les militaires n'avaient pas, car ils étaient censés opérer en dehors de cette zone.
J'ai une seule question gravée dans ma tête. Pourquoi l'équipage du F-4? Pourquoi aucun d'eux n'a pensé à contacter le contrôle aérien pour leur demander où ils étaient et ce qu'ils étaient en train de faire? La conclusion des enquêteurs est quelque peu terrifiante. En 1971, aux États-Unis, les civils et les militaires ne se parlent pas dans les airs. Et leur cohabitation constitue une véritable menace. Est-ce qu'on aurait pu agir différemment? Non, absolument pas. C'est arrivé, c'est tout. On ne pouvait rien faire. Pas nous, en tout cas. L'enquête va déboucher sur 2 rapports distincts. Un rédigé par le NTSB civil et un autre par l'autorité militaire. Les 2 exposent tous les détails du drame. Le rôle de la défaillance du système d'oxygène sur le F-4. Il n'y a aucun moyen de le réparer sur cette base. Le décollage du F-4 sans avoir préalablement averti le contrôle aérien civil. On a une trace là. La non-détection du F-4 par le vieux radar de Palmdale. Et enfin, les raisons pour lesquelles les pilotes du DC-9 n'ont pas vu arriver le F-4. Encore une journée brumeuse. Les 2 rapports vont avoir de réelles conséquences sur la réglementation aérienne. À l'époque, les pilotes du F-4 volaient en VFR, les règles du vol à vue. Cela impliquait peu d'obligations de rapport de position au contrôle. Depuis cet accident, tout le monde est placé sous contrôle radar, ce qui veut dire que tout le monde est contrôlé par un opérateur au sol. Aujourd'hui, les pilotes militaires ne peuvent plus pénétrer dans les zones réservées au trafic civil à proximité des grands aéroports. Et la taille ainsi que la forme de ces zones a été revue et corrigée. L'espace aérien contrôlé de l'aéroport a été redessiné pour finalement former une sorte de pyramide à l'envers. À la place des couloirs du passé, aujourd'hui c'est toute la zone de l'aéroport dont l'accès est restreint et contrôlé. Hugh Air West a été vendu en 1980 pour devenir Northwest Airlines. Mais le souvenir de cette tragédie n'a jamais disparu de la mémoire de la compagnie. Attention, Rick! Les leçons tirées de cet accident ont imposé des changements profonds sur le contrôle des zones aéroportuaires et les rapports entre civils et militaires. Elles ont permis d'améliorer la sécurité aérienne. C'est évidemment tragique que cet accident ait coûté la vie à 50 personnes ce soir-là. Mais l'année dernière, pour les seuls États-Unis, les accidents de la route ont fait 35 000 victimes. C'est la preuve que le transport aérien, avec sa technologie et ses procédures, demeure le moyen le plus sûr de se déplacer.